Dans ce chapitre, on va parler de la fonction exponentielle et on va commencer par la définition de cette fonction. Mais avant de commencer, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une fonction. À chaque fois que vous entendez le mot fonction, pensez à une boîte noire ou un transformateur qui transforme des valeurs d'entrée x en valeurs de sortie f de x. L'ampoule, par exemple, est une fonction. Elle transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Les instruments musicaux, par exemple, sont eux aussi des fonctions, parce qu'ils transforment l'énergie mécanique, que ce soit la force musculaire pour appuyer ou l'air comprimé des poumons pour souffler dans un saxophone, et ils transforment cette énergie à des sons. Un dernier exemple, la machine à laver, elle aussi, est une fonction. Elle transforme les vêtements sales en vêtements propres. Évidemment, dans les trois exemples, j'ai simplifié les choses. Si on prend par exemple le dernier exemple, la machine toute seule n'est pas suffisante pour assurer cette transformation. Il nous faut l'énergie électrique, il nous faut la lessive, mais le but ici, c'est juste que vous ayez une idée sur les fonctions. À chaque fois qu'il y a une transformation d'une valeur d'entrée à une valeur de sortie, il faut penser aux fonctions. Revenons maintenant aux fonctions numériques. Au terminal, on est intéressé par des fonctions définies sur l'ensemble des réels et dont les images appartiennent à l'ensemble des réels. Si on considère par exemple la fonction f de x qui, pour tout x supérieur ou égal à 0, associe racine de 2 fois x, cette fonction nous permet de calculer la longueur de l'hypoténuse. Considérons un deuxième exemple, une fonction polynôme de degré 2. La fonction f nous permet de trouver la trajectoire d'un projectile qu'on lance avec une vitesse initiale v0. Vous voyez maintenant l'intérêt des fonctions. Ils nous permettent d'étudier des phénomènes. Et évidemment, on peut trouver des applications pour toutes les fonctions qu'on a vues. Les fonctions polynômes, les fonctions racines ou les fonctions cosinus et sinus. Le son produit par un diapason, par exemple, est une fonction sinusoïdale. Et ici, j'ai choisi d'appeler le paramètre d'entrée x, je l'ai appelé ici t, tout simplement pour dire qu'il s'agit d'une fonction de temps. Malheureusement, malgré toutes les applications intéressantes qui nous permettent les fonctions qu'on connaît jusqu'à maintenant, il y a des phénomènes qui nécessitent l'introduction de nouvelles fonctions. Intéressons-nous maintenant au phénomène de désintégration radioactive, par exemple. Vous connaissez le tableau périodique des éléments ou le tableau de Mendeleïev, et vous savez très bien que chaque élément a des isotopes. Si on considère le hydrogène par exemple, tous les hydrogènes ont un seul proton. Mais ils peuvent avoir un nombre de neutrons différents. Par exemple, le premier, le H1, a 0 neutron. Le H2 a un seul neutron. Le H3 a 2 neutrons. Et vous savez aussi qu'il y a des éléments stables et des éléments instables. La différence, c'est que les éléments instables, ils finissent toujours par se transformer en autre chose. Pour le hydrogène, par exemple, seul le premier élément et le deuxième sont stables. C'est-à-dire, on peut les trouver dans la nature et ils ne changent pas. Le H3, par contre, est instable. Et en se transformant, évidemment, émet des rayonnements ou des particules. Et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est pour cela qu'on parle du phénomène de désintégration radioactive. C'est-à-dire l'élément se désintègre, se transforme, tout en causant de la radioactivité. Supposons maintenant qu'on a un tas d'éléments instables. On écrit, à chaque instant petit t, on a nt éléments instables. On déduit, à l'instant initial, on a n0 éléments. On essaie de représenter le graphe de la fonction n de t, donc sur l'axe des abscisses, on a le temps t, et n de t sur l'axe des ordonnées. À l'instant initial, comme on a dit, on a n0 éléments. Donc, à chaque instant petit t, on aura n de t éléments. Maintenant, si je vous dis quand dt découle, donc on aura t plus dt, un pourcentage des éléments se transforme. Ce pourcentage sera petit k dt. K, ça peut être 5%, 3%, 20%, donc un pourcentage quelconque se transforme. Et comme vous voyez ici, les éléments qui se sont transformés, ils sont en vert. Tout est cohérent jusqu'à maintenant, parce que si dt égale à 0, donc on reste toujours à l'instant t, k fois dt égale à 0, donc rien ne se transforme, on est toujours à l'instant initial. Mais si un temps quelconque dt découle, il y a un pourcentage, 4 dt,
des éléments se transforment. À l'instant t plus dt, on aura nt plus dt éléments, parce que je rappelle, nt, c'est le nombre d'éléments instables, donc à chaque instant, donc à l'instant t plus dt, il y aura nt plus dt éléments. Et clairement, la différence entre nt et nt plus dt sera k dt n de t. Parce que je rappelle, quand dt découle, il y a un pourcentage des éléments à l'instant t qui se transforment. Si par exemple n de t égale à 100, donc on a 100 éléments instables, et je vous dis que 5% se transforment, alors le nombre d'éléments qui va se transformer, c'est 5% multiplié par le nombre initial qui est n de t. Donc 5% fois n de t égale à 5. Donc pareil, on a un pourcentage 4 dt, donc il faut multiplier le pourcentage par le nombre initial qui est n de t. On déduit alors que n de t moins n de t plus dt, donc n de t moins n de t plus dt égale à la différence qui est k dt fois n de t. Si on multiplie tout le monde par moins 1 et on divise par dt, on aura n de t plus dt moins n de t divisé par dt égale à k n de t. Pardon, on aura moins k n de t. Clairement, cette écriture vous rappelle la dérivée, et comme la formule est valable pour n'importe quel dt, on peut faire tendre dt à 0. On aura la limite, lorsque dt tend vers 0, de n de t plus dt moins n de t divisé par dt égale à moins k n de t. Parce qu'ici, il n'y a pas de dt. Et comme on a vu dans le cours des limites, le dt est un paramètre muet. On peut le remplacer par n'importe quoi, par exemple par h. Je peux par exemple effacer dt ici, et même ici, et remplacer le tout par petit h. Parce que comme on a vu dans le cours des limites, ce paramètre n'a aucune valeur. C'est un paramètre muet. On peut le remplacer par n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'il faut tendre ce paramètre vers 0. On déduit que n' de t, parce qu'il s'agit même de la définition de la dérivée, n' de t égale à moins k fois n de t. On déduit qu'afin de trouver la fonction n de t, donc connaître le nombre d'éléments à chaque instant petit t, il faut résoudre cette équation. C'est-à-dire, il faut trouver une fonction n de t qui vérifie cette condition. Donc la dérivée égale à moins k fois n de t. Le problème maintenant, c'est que toutes les fonctions qu'on connaît jusqu'à maintenant ne vérifient pas cette condition. Donc vous pouvez essayer les fonctions polynômes, les fonctions cosinus, les fractions. Aucune ne vérifie cette condition. Donc, on doit construire une nouvelle fonction qui vérifie cette condition, qu'on va appeler exponentielle par la suite. Mais avant de le faire, il faut déjà s'assurer qu'on peut trouver une solution, qu'il existe une fonction qui vérifie cette condition. Tout simplement parce qu'on ne peut pas construire quelque chose qui n'existe pas. Il faut s'assurer qu'elle existe, qu'elle est unique, et après on peut lui donner un nom. Et on l'appelle exponentielle. Dans le prochain chapitre, on va définir rigoureusement la fonction exponentielle avec toutes ses propriétés algébriques. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.